Le mois du Ramadan, c'est un peu une préparation pour les JO. Il faut s'armer de patience, il faut s'armer d'abnégation pendant ce mois-ci. Il faut être fort aussi mentalement pour pas succomber un peu à toutes les tentations qu'on peut avoir autour de nous. Donc c'est un peu un bout de camp, quoi. On se lève le matin, on doit tenir bon jusqu'à la fin de la journée, et à la fin de la journée, on est récompensé. AVS avec Philippe Robichon. À votre sport, si on profitait de ce mois de Ramadan pour faire du sport. Nous allons en parler ce matin avec mon invité, Djhen Abdelila. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes championne du monde de grappling, un sport de combat basé sur la soumission. Et vous êtes championne de France de MMA. Voilà. Exactement. Alors, vous nous expliquez ce que c'est que le grappling pour tout le monde ? Alors oui, le grappling, pour ceux qui connaissent un petit peu le MMA, c'est un petit peu la phase de lutte et la phase où on va au sol, où on doit terminer. En fait, c'est un sport de préhension et d'amener au sol sur lequel on va travailler sur des clés, des soumissions pour emporter le combat. Voilà. Un peu comme le jiu-jitsu brésilien. C'est basé sur la soumission de l'autre. Exactement. Enfin, si on peut dire comme ça. On peut. Vous êtes coach sportif certifié et vous avez créé la Djhen Academy. C'est une académie dédiée aux femmes qui veulent faire du sport ? Exactement, ouais. Donc moi j'ai plusieurs casquettes. Donc en plus d'être sportif professionnel, je suis également coach. Donc j'ai créé mon entreprise et mon association, la Djhen Academy, qui est une association où j'apprends aux femmes les arts martiaux mixtes, mais uniquement aux femmes. Donc voilà. Et vous êtes prof aussi dans la vraie vie ? Exactement, je suis enseignante. Prof à la fac. Voilà, je suis prof à la Sorbonne. Ça fait plein de choses. Prof de quoi ? Prof d'éducation physique et sportive. Voilà, on fait beaucoup de sport à la fac ? On en fait énormément parce que c'est dans leur cursus et c'est en option, donc ils sont notés. Donc sur chaque semestre, ils ont l'option EPS. Et depuis l'année dernière, nous étions en plein premier confinement, les salles de sport étaient fermées. Vous proposez un programme de sport spécial Ramadan, fitness Ramadan. Quel est l'objectif de ce programme de fitness ? Alors oui, c'est un challenge que j'ai lancé parce que j'ai eu la demande de beaucoup des personnes qui me suivent sur Instagram. Et c'est un challenge en fait pour montrer aux gens que prendre soin de son corps pendant le Ramadan via le sport, c'est possible. Et surtout qu'on peut faire une activité physique à intensité moyenne assez facilement pendant le Ramadan quand on le fait correctement. Alors c'est un programme de groupe, hein ? Exactement. 3 séances par semaine. Alors l'année dernière, j'étais sur une séance, vu que c'était le confinement, donc on faisait 5 séances par semaine. Ouais. Et là, cette année, on est sur 3 séances par semaine via Zoom. Donc on est une quarantaine connectés en même temps pour ces cours-là. D'accord, c'est à quelle heure ? Alors c'est à 19h15, donc c'est juste avant l'heure du ftour. Et après, vous pouvez écouter la donne sur Beurre FM. Exactement. L'imam Abdelali. Donc il y a du renforcement musculaire, des séquences cardio, dépassement au sol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors il va y avoir, c'est ça, un peu de cardio, du renforcement musculaire, de la mobilité. Et ça fait déjà pas mal. Persuade-toi que ton esprit que tu peux le faire et ton corps suivra. Ça, c'est votre mantra ? Exactement, ça c'est mon mantra qui m'a servi toute ma vie, que ce soit dans ma vie de sportif professionnel que dans tous les challenges dans lesquels je me suis lancée aussi professionnellement. Si on laisse un petit peu les facteurs extérieurs déteindre sur nous, on n'y arrive pas, mais si nous-mêmes dans notre tête on est capable de se dire je vais y arriver, forcément on est déjà sur la bonne voie. Bon, vous êtes une championne de haut niveau, vous êtes déjà entraînée pendant des mois de Ramadan. Il y a un peu cette idée pendant le mois du Ramadan que les gens n'ont pas d'énergie, qu'ils sont dans des sauts, qu'ils sont fatigués. C'est dans la tête ça ? Oui, c'est principalement dans la tête, mais c'est aussi dans l'estomac. Ça vient aussi de ce qu'on peut manger. Quand même, oui. Voilà, quand même. Il y a le mental, il y a aussi l'hygiène de vie pendant le Ramadan. Mais bon, théoriquement, pendant le Ramadan, c'est une période pendant laquelle, au niveau de l'hygiène de vie, on devrait être au max. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais moi, je sais que ça m'a jamais posé problème de m'entraîner pendant le Ramadan. J'ai même fait la prépa de mon dernier combat en MMA pendant le Ramadan. Et je faisais même plus jeune, je faisais des crosses, ça m'a jamais perturbé plus que ça en fait. Ce qui veut dire que votre corps est, on va pas dire une machine de guerre, mais quand même, il est habitué à consommer à l'énergie. Voilà. Et à l'économie aussi. Exactement. Ouais, mon corps est un peu une machine de guerre, si on peut le dire quand même. Je sais par exemple que mon préparateur physique, il adore la période du Ramadan parce que c'est la période pendant laquelle je vais faire mes meilleurs perfs en entraînement en physique.
Et comment vous l'expliquez ça ? Alors, qu'est-ce que vous déclenchez dans votre cerveau pour faire les meilleurs perfs ? Il y a un truc ? En fait, le truc, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, à 20h40, je vais manger, quoi. Donc, c'est pas la fin du monde. Je vais manger, je vais boire dans 2 heures. Donc, fais ta séance et advienne que pourra, quoi. Après, j'ai eu un exemple aussi dans ma jeunesse. J'ai un petit cousin qui était en fauteuil roulant et qui, malheureusement, nous a quittés, qui est atteint d'une maladie orpheline. Et il a toujours été un exemple pour moi de jamais se plaindre, de jamais... donc, du coup, j'ai toujours eu cette mentale de... C'est bon, moi, toi, C'est un exemple pour... Voilà. Tu peux pas te plaindre, dans 40 minutes, tu vas pouvoir boire, manger, reprendre ta vie normalement, donc avance. Vous comparez le mois du Ramadan à un bootcamp. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le mois du Ramadan, c'est un peu une préparation pour les JO. C'est un peu un bootcamp parce que il faut s'armer de patience, il faut s'armer d'abnégation pendant ce mois-ci. Il faut être fort aussi mentalement pour pas succomber un peu à toutes les tentations qu'on peut avoir autour de nous. Donc c'est un peu un bootcamp, quoi. On se lève le matin, on doit tenir bon jusqu'à la fin de la journée et à la fin de la journée, on est récompensé, un peu comme les JO. Pour celles qui nous écoutent là, et qui voudraient rejoindre votre programme, il y a de la place encore ? Oui, il y a de la place. Alors, il suffit juste de me contacter sur Instagram, donc à JN Academy, et de m'envoyer un petit mail, et l'inscription peut se faire assez rapidement. Vous avez déclaré un jour que si vous deviez vous réincarner en une femme emblématique, ce serait la Kaina. Alors, je ne sais pas d'où vous tirez ça, mais ouais, c'est un peu la vérité, et on me le dit souvent quand je travaille avec... j'ai beaucoup travaillé avec des psychologues ou autres, et à chaque fois on me dit que j'ai cette résilience de cette guerrière, la Kaina, et ça me suit, ouais. Ouais, c'est un peu quoi, un moral il y a un mental de guerrière là, on en revient. Vous avez toujours fait du sport finalement depuis l'âge de 5 ans ? Ouais, j'ai commencé à 5 ans. En fait, mon père nous a tous mis au sport quand on était jeunes. J'ai commencé par la gym pendant... jusqu'à ce que j'ai 13-14 ans. Ensuite, j'étais un petit peu mal à l'aise avec l'idée du juste au corps, donc je suis passée entraîneur. Donc j'ai passé mes premiers diplômes d'entraîneur à 14-15 ans. Ensuite, j'ai basculé sur l'athlétisme, tout en continuant à entraîner en gym. Ouais. J'ai fait un petit peu de boxe française aussi à cette époque. Après, j'ai eu une longue période de 8 ans où j'ai rien fait avant de reprendre. Alors, il faut expliquer pourquoi vous n'avez rien fait pendant 8 ans. Alors, en fait, j'ai rien fait pendant 8 ans parce que j'ai été opérée de l'épaule. Donc, moi, j'étais athlète et j'étais lanceuse de javelot, donc à très haut niveau aussi. Et problème d'épaule, du coup, j'ai dû me faire opérer et on m'a dit que je ne pourrais plus jamais refaire de sport de haut niveau de ma vie. Et c'est vrai que pendant 8 ans, j'ai eu un handicap. Je ne pouvais plus lever le bras. J'étais travailleur handicapé pendant 2 ans au sein de l'éducation nationale. Et un jour, j'ai eu d'où ce mantra de me dire « Persuade ton esprit que tu peux le faire et ton corps va suivre ». Et je me suis fait ma propre rééducation à la maison avant d'aller vers les sports que j'ai toujours voulu faire, les sports de combat. Donc du coup, après, je me suis orientée sur le grappling et le MMA. Et pourquoi pas directement le MMA ? En fait, à la base, c'était... Parce que le grappling, quand même, faut aller le chercher, hein. Ouais, il faut aller le chercher, mais en fait, c'est une discipline à part entière du MMA. Tous les gens qui font du MMA font du grappling parce que c'est la partie un petit peu sol. Et en fait, on n'arrivait pas à me trouver de combat en MMA. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de filles en France qui font du MMA, très peu de femmes. Et aussi parce que je suis dans une catégorie de poids qui n'existe pas encore. Moi je suis à 70 kilos. Alors j'ai réussi à descendre à 66 à certaines occasions. En prenant des bains chauds ? Alors ça, oui, on peut le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle le cut. Ouais. Non, mais ça m'a... J'ai dit demain, je prends des bains chauds. Hein. C'est quoi un cut ? Expliquez-nous. En fait, c'est la manière qu'ont les combattants pour perdre du poids. Donc en fait, il faut savoir qu'un combattant, par exemple, qui combat à 77 kilos, la veille de la pesée, le jour de la pesée, on va dire 2 heures avant la pesée, il doit être à 84 kilos, quelque chose comme ça, 80 kilos. Et en fait, on va faire des bains chauds, donc avec du gros sel, avec une crème qui s'appelle l'albolène. Donc c'est un procédé qui est très très barbare, qui est très très dur à supporter, dans lequel on va alterner des bains chauds et des périodes où on va être sous des couvertures ou des plaids, des serviettes et retourner. Donc le but c'est de transpirer en fait, c'est ça ? Le but c'est de se déshydrater pour être au poids, ouais. Ouais. Vous avez fait ça ? Non.
Non. Bon, c'est pas conseillé. Hein. Ça, c'est des techniques pour passer avant de passer sur la balance, mais. Exactement. Non, moi, c'est quelque chose que je supporte pas. Donc, moi, je travaille toujours avec une nutritionniste pour être au poids le jour de la pesée et remonter après tranquillement. Et après, il y a aussi d'autres choses à prendre en considération, notamment chez les femmes, tout ce qui est hormonal, etc. Moi, j'ai de l'endométriose, donc j'ai un traitement à base d'hormones. C'est un autre combat chez vous, ce qui fait que le poids exactement. Et fluctue à cause des hormones. C'est ça. À quel âge vous avez voulu être championne du monde ? À 5 ans. Parce que moi j'ai l'impression que vous avez toujours voulu être championne. Vous ne saviez pas de quoi, mais vous voulez être championne. Exactement, ouais. J'ai toujours voulu être championne. Ouais. Et je savais, moi, quelque part, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait que j'y arriverais. Et je ne pensais pas y arriver. Et moi, mon parcours est d'autant plus extraordinaire que je commence le grappling à 33 ans. 2 ans après, je suis championne du monde. Donc c'est... Ouais. Après 8 ans d'immobilisation, parce que vous avez été opéré, donc c'est juste pour comprendre le mindset. Exactement, oui. Votre mindset, ça c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui était bon pour vous dans le fait d'être championne ? C'était d'être sur la première marche, d'avoir des médailles, ou d'être la première, ou de prouver que vous pouviez arriver à être la meilleure ? Ouais, c'était de prouver que je pouvais être la meilleure. En fait, j'ai eu tout au long de mon parcours, depuis mon enfance, on me répétait tout le temps, t'as un niveau extraordinaire en sport, j'ai toujours eu une force extraordinaire pour une femme, et on me répétait tout le temps ça, et je voyais pas le bout arriver. Donc du coup, je voulais arriver jusque-là pour prouver qu'en effet, ouais, j'ai un niveau extraordinaire, je suis capable de faire de belles choses. Et dans ma discipline, à mon poids, il n'y a personne qui est meilleur que moi à ce moment-là. Vous avez renoncé là ou vous voulez encore faire de la compétition ? Alors j'ai eu une autre grosse blessure parce que je me suis fracturé le dos il n'y a pas si longtemps que ça, donc du coup ça a un petit peu ralenti. Oui, j'ai très envie de continuer, j'ai envie de faire une très grosse compétition en grappling qu'on appelle la DCC. Donc je pense que je m'y préparerai dès que les compétitions vont pouvoir reprendre. Et en MMA, j'ai 39 ans, en France je peux plus combattre, les organisations à l'étranger qui sont intéressées par mon profil aimeraient que j'ai plus de combats, mais au final comme il n'y a pas de femmes en France, etc., ma catégorie de poids, je tourne en rond depuis un certain temps. Mais, et vous faites travailler les autres maintenant. Voilà, je prépare les autres, je fais de la prépa physique pour des combattants. Vous coachez les autres. Ouais. Pour devenir championne, est-ce que vous avez eu un coach ? Je crois que c'est surtout cette rencontre qui m'a fait devenir championne du monde. J'ai rencontré à l'époque Ali Yag et Grégory Baben qui ont été mes 2 coachs pendant cette période-là. Et je crois qu'eux ont plus cru en moi que moi je ne croyais en moi à ce moment-là. Et ils m'ont vraiment poussé à arriver jusqu'à cet objectif. Donc on n'arrive pas tout seul à ce titre-là. Et même si on combat tout seul à l'entraînement, on n'est pas tout seul. C'est toutes les personnes qui sont avec nous, qui nous aident à nous préparer, qui nous permettent d'arriver là. Et qu'est-ce qui a fonctionné dans leur coaching que vous utilisez aujourd'hui avec les élèves que vous coachez ? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a marché dans la façon dont ils vous ont coaché ? Je crois que c'est la bienveillance. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que très souvent, des coachs sont plus axés sur la performance le jour J ou ce genre de choses. Mais ce qui est important, c'est le côté humain, le côté proximité et cette bienveillance. Ali Yag, ce coach avec qui je travaillais à l'époque, à chaque événement important de ma vie, il était là à chaque fois, quoi. Quand j'ai passé mes entretiens à la Sorbonne, quand je suis descendue, il m'attendait sur le parking. Voilà, c'est vraiment cette bienveillance. Et vous avez le souvenir de mots qu'il vous a dit, qui vous ont touché, qui vous ont aidé à vous surpasser, ou de techniques qu'il a utilisées ? Alors la technique, elle était très simple, étant donné que j'arrivais dans le milieu et que j'avais pas de bagage technique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai combattu des nanas qui étaient dans le circuit depuis plus de 10 ans, qui avaient plus de 15 ans de pratique, qui étaient ceinture noire dans la discipline. Moi, j'arrive, j'ai rien du tout. J'ai cette force physique et je vais apprendre 4-5 soumissions, des positions fortes, et je vais baser mon jeu que là-dessus. Et le fait d'entendre tu es une championne, tu vas y arriver, t'es une championne, et ça c'est le déclic, c'est ce que me répétait aussi Tar, mon préparateur physique. C'est le fait d'entendre à chaque fois t'es la meilleure, Jane, cherche pas à comprendre, t'es la championne et tu vas y arriver. Bon, et vous pouvez profiter de ce mois de Ramadan pour être coaché par une championne. Exactement, voilà. Ça, avec grand plaisir. C'est le moment encore, hein. Là on est une semaine, donc là. Oui, pour ceux qui voudraient, tout est ouvert encore là. Voilà, pour ceux qui voudraient se préparer à l'après-Ramadan, je suis aussi disponible.
Voilà, figurez-vous que le mois de Ramadan, c'est le bon mois pour faire du sport, et même pour s'y mettre. C'est ce que dit mon invité Jen Abdelillah ce matin, qui est championne du monde de grappling et championne de France de MMA. Voilà. Et donc vous avez, depuis l'année dernière, lancé un programme de fitness pendant le mois du Ramadan. Donc ça se passe par Zoom. Exactement, c'est des séances en live sur Zoom, tous ensemble. Et donc c'est des séances qui se font 1 heure avant l'heure du ftour, à peu près à 19h15, et qui vont durer 45 minutes, dans lesquelles on va alterner un peu de cardio, un peu de renfo, de la mobilité, et tout ce qu'il faut pour être en forme avant de manger. Ça s'adresse à qui ? À des gens qui font déjà du sport ou à des gens qui ont un niveau même débutant ? Non, ça s'adresse à tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de niveau en fait, parce que dans mes séances, on va pouvoir adapter l'intensité et la durée des exercices en fonction de ses capacités. Bon, vous savez que là, ça fait quelques jours, 9 jours aujourd'hui. Donc, ça fait 9 jours, les gens commencent à être fatigués. Et on commence à entendre la plainte de la fatigue. Donc, finalement, cette fatigue, est-ce qu'elle permet de faire du sport ? Et est-ce que le faire du sport, ça ne va pas nous fatiguer encore plus ? En fait, c'est un état d'esprit. Plus on écoute son corps et plus on se dit toute la journée, je suis fatigué, plus on va être fatigué. On sait que c'est une période qui est difficile. C'est un petit peu le but aussi de cette période d'un mois, de ressentir cette fatigue, cette faim, cette soif, plus tous les désagréments un petit peu psychologiques qui vont avec. Donc, soit on a 2 options en fait. Soit on se laisse entraîner par tout ça, et soit on se dit, t'es fatigué. En fait, on est fatigué parce qu'on bouge pas. Si toutes les personnes qui se sentent fatiguées vont faire un petit tour en marchant de 20 minutes, ils vont voir qu'ils vont se retrouver beaucoup plus en forme après. Pourquoi ? Parce qu'on lance le métabolisme au niveau de l'organisme, etc. Donc il y a plus d'échanges sanguins, etc. Donc ça permet aussi d'être en forme. Et théoriquement, les jours les plus fatigants, là, normalement, entre le 9e et le 17e jour, c'est les jours où on est un petit peu plus en forme. Parce que la 3e semaine, c'est là où on paye les pots cassés. Exactement. Ouais. Voilà. Mais là, normalement, on est dans le moment où on est plus en forme. Il y a une petite détox qui s'est mise en place si on a mangé sainement. Donc normalement, voilà, il faut... Le secret, c'est de bouger, c'est ça que vous voulez dire. C'est que finalement, le bouger, ça entraîne de l'énergie, ça crée de l'énergie. Exactement. Plus on bouge, alors après, il faut bouger modérément, bien entendu. Hein. Je dis pas qu'il faut aller faire un marathon, mais le fait juste de marcher, d'aller faire une petite balade, ça permet aussi de relancer un petit peu le corps et de se sentir un petit peu plus en forme. Et vous, quel est votre secret déjà pour combattre la fatigue ? Faites la sieste ? Alors non, moi je sais pas faire la sieste, c'est le rêve de ma vie de savoir faire la sieste. Mais par contre, j'ai une hygiène de vie, c'est vrai, qui est très très clean. Le secret pour pas être fatigué, c'est d'avoir un minimum ces 8 heures de sommeil. Donc c'est d'essayer de pas trop traîner après le repas du soir, et donc de manger en conséquence, de pouvoir s'endormir assez tôt. C'est râpé en ce moment pour les 8 heures. Hein. C'est un peu compliqué d'avoir 8 heures. C'est un peu compliqué, ouais. Mais plus on va s'en approcher et plus on sera en forme. Ouais. Après, ceux qui ont la possibilité de faire une petite sieste, pourquoi pas, mais il ne faut pas que la sieste se passe de 14h à 18h, quoi. C'est 20 minutes. Qu'est-ce que vous conseillez ? Donc, vous proposez plutôt de faire du sport le matin ou plutôt le soir ? Alors, en vrai, j'ai envie de dire, on peut faire du sport quand on veut. Voilà, mais quand on n'a pas l'habitude, moi je conseillerais plutôt de faire le sport le soir. Alors c'est vrai qu'on a la fatigue de la journée, etc. Mais donc avant la rupture, en fait. Avant la rupture, ouais. En fait, il y a plusieurs possibilités. Voilà comment moi je vois les choses. Le fait de faire du sport avant la rupture, donc certes il y a la fatigue, etc. Mais tout de suite après, on va pouvoir se réhydrater et surtout on va pouvoir partager son repas en famille. Donc ça c'est aussi c'est plutôt sympa. De pouvoir partager derrière. Après, certains font du sport après la rupture du jeûne, donc ça veut dire qu'on prend une petite collation, etc. Ensuite, on va faire sa séance de sport. Moi, je trouve pas ça top, en tout cas pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, parce qu'on va accumuler encore plus de fatigue, on va encore plus réduire son temps de sommeil, parce que la séance va durer. Ensuite, on va manger, et on sait très bien qu'une fois qu'on a mangé, là tout de suite, on se retrouve en forme, donc le temps d'aller s'endormir, il est 3-4 heures du mat, donc c'est compliqué. Et surtout, en faisant comme ça, on ne partage pas de repas en famille. On est voilà. Donc socialement, effectivement, c'est peut-être moins adapté à l'esprit du mois de Ramadan. Et après, il y a la possibilité aussi le matin avant, mais voilà. Là, alors avant la reprise du jeûne ou
après? Parce que c'est ça la question. Avant la reprise du jeûne. Ouais. Voilà, donc on a l'énergie de ce qu'on a mangé le soir et tout de suite après on va pouvoir... Donc là on est sur du 3 heures, 3h30. 3 heures, 3h30, donc là aussi en termes de fatigue c'est compliqué à moins d'être au chômage et de ne pas travailler et de pouvoir dormir toute la journée, mais je pense pas que le ramadan soit fait pour ça. Oui. Ouais. Parce qu'on a la possibilité de s'hydrater après. Et ceux qui font du sport, donc après justement, pendant le jeûne le matin, et qui tiennent toute la journée sans boire et sans manger. Ça, vous l'avez déjà fait ou pas? Alors moi, je m'entraîne tous les matins et ensuite, je m'entraîne tous les soirs. Donc oui, moi, je m'entraîne 2 fois par jour, même pendant le ramadan. D'accord. Quand vous dites tous les matins, c'est à quelle heure? Ça va être vers 9h30, 10h. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites le matin Le matin, je suis sur du physique, donc ça va être du travail physique avec un peu de charge. Donc là, les salles sont fermées, mais moi, je suis équipée à la maison. Donc là, pendant le ramadan, je vais reprendre plus la technique propre des mouvements d'haltérophilie, etc., qui sont nécessaires à mon sport pour travailler en force-vitesse. Je vais prendre beaucoup de temps de récup, etc. Mais on peut, en fait, pendant le ramadan, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que la manière dont on va s'entraîner, elle va être différente de ce qu'on va faire habituellement. On va adapter le nombre de séries, par exemple. Si on fait de la musculation, on fera moins de séries, on prendra plus de temps de récupération, etc., etc. Donc on en fait quand même moins, c'est ça? On fait une intensité un peu plus modérée quand on n'a pas l'habitude. Quand on a l'habitude, moi je vous laisse venir à la Hatch Academy où je m'entraîne en MMA, vous allez voir qu'on carbure midi et soir. Comme d'habitude, vous ne changez rien à vos habitudes d'entraînement en fait? Non, moi je pars du principe que le ramadan, c'est pas un mois où on doit en faire moins. C'est au contraire un mois où on doit en faire plus. Mais quand on a l'habitude d'en faire beaucoup, c'est normal. Quand on n'a pas l'habitude d'en faire, par contre, c'est l'occasion peut-être de tester ses limites, c'est l'occasion de tester son corps, c'est l'occasion de tester son mental aussi, et de se dire, je vais essayer, mais il faut y aller modérément. Et après, ce qui va être très important, le nerf de la guerre, pour moi, ça va être l'hydratation, parce qu'il va falloir être capable de boire à peu près 2 litres d'eau entre le moment où on rompt le jeûne et le moment où on va reprendre. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Après, il y a des manières de s'hydrater plus. Voilà, qu'est-ce que vous conseillez en manière d'hydratation? Déjà, de choisir des légumes comme le concombre qui, naturellement, sont gorgés d'eau. Donc ça, déjà, ça joue beaucoup au niveau de l'alimentation. Et ensuite, c'est de boire régulièrement tout au long de la soirée. Voilà, de commencer déjà par boire un grand verre d'eau et ensuite de manger et de continuer à s'hydrater toute la nuit. Vous avez des eaux particulières pendant le mois de Ramadan que vous conseillez? Plus riches en sodium ou pas du tout? Non, parce que je pense que l'alimentation qu'on a pendant le Ramadan, elle est déjà suffisamment riche en tout. L'essentiel, ça va vraiment être de s'hydrater, peu importe l'eau. On va juste éviter les boissons gazeuses, parce que ça fait gonfler l'estomac, donc les eaux pétillantes, tout ça, on évite. De la même manière qu'on va éviter un petit peu les boissons diurétiques, comme le café et le thé pendant le ramadan, c'est pas top. Je sais que beaucoup... faut le dire, ça, mais parce que c'est diurétique et pas la bonne idée. Ouais, c'est pas une bonne idée. Moi, ce que je fais généralement 3 semaines avant le ramadan, c'est que je vais commencer à arrêter de boire du thé et du café, parce que pour pas avoir tous ces effets des premiers jours de ramadan, de mal à la tête, parce qu'on manque de caféine et qu'on s'est habitué, etc. Donc ça fait déjà une première détox. Diminuer aussi le sucre, et comme ça, quand on arrive pendant le ramadan, on est un petit peu plus serein, moins de mal de tête, moins de fatigue. Pour ceux qui font du cardio, est-ce que vous faites du cardio pendant le mois du ramadan? Oui. Est-ce que vous en faites autant ou un peu moins que d'habitude? Alors si on prend moi comme exemple, je suis pas sûre que ça serve à tout le monde, mais oui, on peut faire du cardio pendant le ramadan tranquillement. Par exemple, une marche rapide avant le ftour, ou un petit footing ou ce genre de choses. Oui, c'est possible. Après, il va falloir éviter d'être dans des fréquences cardiaques qui vont être trop hautes, donc éviter tout ce qui est travail en fractionné peut-être, mais fractionné court et intense. Après, si on est sur du fartlek avec des intensités plus légères et des temps de travail, des temps de récup qui sont assez longs, on peut aussi. Qu'est-ce que le sport apporte finalement pendant ce mois? Je crois déjà qu'il permet aux gens qui ne se connaissent pas vraiment et qui ne connaissent pas les limites de leur corps d'apprendre à se connaître. Ça, c'est important, parce que par exemple, toutes les personnes qui commencent le challenge avec moi vont toutes m'envoyer des messages la veille en me disant « Je sais pas si je vais tenir, mais est-ce que tu penses que... »
Et là, ils sont tous en train de me dire, mais en fait, non seulement je suis super en forme, je suis pas trop fatiguée, donc certes, j'ai un petit peu des courbatures, mais en fait, je tiens et je pensais pas que je pouvais faire du sport comme ça pendant le ramadan. Donc ça permet d'apprendre à se connaître. Et après, on connaît tous un petit peu ce qui se passe quand on fait du sport avec la libération de certaines hormones. Les hormones du bien-être, donc ça permet aussi de se sentir bien. Et quand on fait du sport 1 heure avant la rupture du jeûne, ça permet de patienter aussi. Et alors, pour se reposer, qu'est-ce que vous conseillez ? Déjà, ceux qui ont la possibilité de faire des siestes, par exemple, entre midi et 2, quand on travaille, ça va être de faire une petite sieste. Et après, ça va vraiment être pour pouvoir se reposer et pouvoir dormir le soir, il faut avoir une alimentation qui le permet. Donc il ne faut pas trop manger de choses trop grasses, pas trop de sucre. Alors après, il y a différents types de glucides, mais tout ce qui est sucre blanc, sucre raffiné, en fait, quand on le prend, on a de l'énergie tout de suite. Donc du coup, derrière, c'est compliqué d'aller se coucher. Ouais. En termes d'alimentation, qu'est-ce que vous conseillez, vous ? Alors moi, ce que je conseille, c'est de fractionner ses repas. Donc déjà, au moment de la rupture, ça va être déjà de commencer par se réhydrater. Ensuite, pourquoi pas une petite soupe de légumes. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes de shorba, harira, tout ça. Alors, qui sont des petites soupes de légumes aussi. Voilà. Sous un certain angle. Sous un certain angle, voilà, qui sont très très riches. Mais une petite soupe de légumes et je sais pas, une petite salade de fruits avec quelques amandes, par exemple. Ensuite, d'attendre une demi-heure, 3/4 d'heure et ensuite de se faire un repas qui va être un petit peu plus conséquent que d'habitude, mais dans lequel il va y avoir au moins 200 grammes de légumes, crus ou cuits, sous forme de salade ou de poêlée de légumes ou n'importe. Une dose de protéines. Moi, je privilégie la viande blanche et tout ce qui est poisson gras pendant le ramadan. Je trouve ça plus intéressant et plus facile à digérer. Et ensuite, des féculents, donc sous forme de pâtes complets, riz complet, patates douces, pommes de terre vapeur, etc. Et le matin, à Sohor Et le matin, moi, je conseille de prendre quelque chose à base de fromage blanc 0% ou du skyr ou un yaourt à la grecque. Du skyr, c'est le mix entre le... entre le fromage blanc et le yaourt à la grecque. Donc c'est la tendance en ce moment. Avec des flocons d'avoine, un fruit et pourquoi pas terminer avec une petite tartine de pain et du beurre de cacahuète ou de la pâte de noisette, par exemple. Voilà. Est-ce que vous pratiquez plus d'étirements pendant le mois du ramadan ou pas du tout ? Ça change rien ? Alors moi, je suis pas une adepte des étirements. Voilà, parce Pourquoi ? que en fait, les étirements, on va tirer un tendon d'une extrémité à une autre, et c'est souvent comme ça qu'on se blesse. Et d'ailleurs, dans le milieu du foot, dans les années 90, il y avait énormément de blessures justement à cause de cette manière de s'étirer. Moi, je vais plus travailler la mobilité. Donc la mobilité, c'est un petit peu la gymnastique des articulations. Donc il vaut mieux travailler sur la mobilité, donc le fait d'avoir des hanches mobiles, des genoux mobiles, des épaules mobiles, une colonne vertébrale mobile. Ça permet d'être en forme, ça permet de bien se tenir et ça permet de durer dans le temps. On se rend compte que plus on vieillit et plus notre squelette se rigidifie. Donc si on ne veut pas qu'il se rigidifie, il faut le huiler, entre parenthèses. Et pour libérer cette huile au niveau des articulations, il faut travailler sa mobilité. Donc moi j'en fais tout le temps, mais je conseille par exemple pour ceux qui ont du mal à faire du sport pendant le ramadan à faire tout ce travail de mobilité. D'accord. Est-ce que vous avez une vidéo où vous faites tous ces exercices ? Il y en a sur ma page Instagram, donc la GN Academy. D'ici 3-4 semaines, mon site internet va être disponible et il y aura dessus, en plus de programmes que je vais mettre en ligne pour travailler différentes choses, le cardio, la boxe, le renforcement, la perte de poids. Il y aura aussi des séquences pour travailler sa mobilité. Bon, et si vous voulez un mindset de sportif, vous pouvez faire du sport avec GN, donc 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. À 19h15, bon je sais, 19h15, 20h15. Il faudra choisir, soit vous nous écoutez le soir, Ramadan & Co, soit vous faites du sport, vous pouvez faire les deux. Ouais. Voilà, on peut faire les deux, on peut mettre la radio en fond, pas de problème. Voilà, GN Abdelila est avec nous, championne du monde de grappling et de MMA. Aujourd'hui, voilà, vous coachez des gens pour suivre votre trace.
Alors pour suivre ma trace, je sais pas, mais en tout cas pour leur montrer qu'ils sont bien plus forts que ce qu'ils ne pensent et qu'ils peuvent faire pas mal de choses physiquement et mentalement au quotidien. Ah, voilà, pour ceux qui nous écoutent, il y a un programme Fitness Ramadan, donc on peut l'intégrer encore. Exactement, donc toutes les infos sont sur Instagram, sur ma page JN Academy, et si vous ne les trouvez pas, il suffit de m'envoyer un petit message. Comment est-ce qu'on trouve la motivation pendant ce mois de Ramadan pour faire du sport ? Alors, la meilleure source de motivation, c'est la motivation intrinsèque, celle qu'on va avoir à l'intérieur de soi-même, faire du sport pour les bonnes raisons, qui ne sont pas des raisons de regard des autres, de perdre du poids, ou etc., mais le fait de vouloir être en forme et en bonne santé pour soi-même. Et après, quand on a du mal à trouver de la motivation intrinsèque, on peut regarder du côté de la motivation extrinsèque et de se dire... je veux perdre du poids, je veux être belle à la plage cet été, je veux avoir des pecs pour aller, je sais pas, au restaurant, à la réouverture des restaurants. Mais je crois que la meilleure source de motivation, c'est de se dire qu'on fait les choses pour soi, pour sa santé et pour se sentir bien. Et vous êtes devenue championne du monde pour qui ? Pour moi. Parce que j'ai toujours voulu... moi, c'est un rêve de petite fille. J'ai toujours excellé dans le sport et je voulais le faire. Donc, je l'ai fait pour moi. C'est pour vous ? Oui, vraiment pour moi. Et aujourd'hui, je me dis que je l'ai fait pour moi. Je suis aussi super fière pour mes parents. Moi, de savoir qu'ils sont aussi très fiers de moi et d'être un exemple pour mes neveux et mes nièces. Donc ça, c'est la satisfaction, mais je l'ai vraiment fait pour moi, oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit, vos parents, quand ils vous ont vu vous diriger vers des sports d'arts martiaux, où il y avait quand même pas tant de filles que ça, quand même ? Alors, je crois que mes parents sont pas du tout au courant de la réalité du milieu. Non. Je pense que si moi, je suis la seule femme à m'entraîner avec une trentaine d'hommes. Là, à la Hatch Academy, je crois qu'on est une vingtaine de combattants professionnels. Donc nous, on peut continuer à s'entraîner. Et je suis la seule femme au milieu de tous ces hommes. Mais comment vous avez été accueillie quand vous êtes arrivée ? Parce que j'imagine que maintenant que vous êtes championne du monde et que vous êtes connue, on n'a peut-être pas le même regard sur vous. Ouais, je reste une femme, le regard ne change pas. C'est vrai, ça n'a pas changé. Le fait d'être championne du monde, ça n'a pas changé le regard que ceux avec qui vous vous entraînez portaient sur vous ? Non, parce que ceux avec qui je m'entraîne, même si je suis championne du monde, ils me font la misère à l'entraînement. Donc, du coup, mais ça veut dire quoi, vous faire la misère ? C'est sympa ou c'est pour vous montrer qu'ils sont plus forts que vous ? Non, c'est sympa. Sur les sparring, voilà, il y a des choses que... Moi, je suis encore un bébé dans le domaine, même si je suis championne du monde. J'ai pas leur bagage technique parce qu'ils sont bien meilleurs que moi. Aujourd'hui, je m'entraîne avec des gens comme Saladin Parnasse. Saladin Parnasse, je vois pas le jour en face de lui. C'est sûr. Mais après, le principal responsable de tout ça, ça reste mon père. Voilà, j'ai passé mon enfance à regarder des films de karaté avec lui, à regarder des combats de lutte sénégalaise, des combats de sumo. Et j'ai toujours voulu faire de la boxe et il m'avait toujours dit, le jour où tu partiras de la maison, tu pourras faire ce que tu veux, mais là, tu feras pas de sport de combat. C'était qui votre modèle ? Moi, j'ai jamais vraiment eu de modèle. Ouais, moi, je suis un petit peu aux antipodes. Vous n'étiez pas Bruce Lee, Jackie Chan ? Non, j'adorais regarder les films avec Bruce Lee et Jackie Chan, mais je les prenais pas comme modèle de réussite. Donc du coup, j'ai attendu d'être à la fac pour faire un petit peu de boxe française. Et du coup, ça a duré un an et demi. Et ensuite, j'ai repris à 33 ans. Ouais. Mais comment est-ce qu'ils ont accueilli une femme qui arrivait s'entraîner avec eux ? C'était facile ? C'est passé crème ? En fait, quand on m'a vu arriver la première fois, donc j'étais au Congo Smashing Club à Colombes, quand on me voit arriver, on se dit, c'est une meuf, elle vient s'entraîner. Il y en a qui savent pas trop ce que je viens faire. Est-ce qu'elle vient parce qu'il y a que des hommes, elle vient draguer, elle vient trouver un mari, ou est-ce qu'elle vient vraiment s'entraîner ? Et en fait, dès qu'on commence à travailler, déjà on se rend compte que physiquement je suis là et que j'ai une puissance quand même assez hors norme. Et dès qu'on commence à travailler sur du physique, moi j'ai été athlète, j'ai été préparée par Gilles Cometti, donc j'ai des acquis en prépa physique qui sont quand même très très solides. Et là, du coup, en fait, quand on est une femme, il n'y a qu'une seule chose qui marche, c'est ce qu'on est capable de faire et d'endurer. Donc, même si j'ai beaucoup pleuré l'année où j'ai préparé les championnats du monde, je pleurais pas devant les gens, quoi. J'allais dans le vestiaire et je revenais ensuite sur le tatami. Mais qu'est-ce qui vous faisait pleurer ?
En fait, le grappling, c'est quelque chose qui est compliqué, ce rapport à la soumission, de se dire, je tourne avec quelqu'un, j'ai tapé 4 fois, quoi. Il m'a étranglé, il m'a fait des clés de bras, il m'a fait des clés de cheville, il m'a fait des clés de genoux, j'ai pas vu le jour. Et de se dire, mais je vais jamais y arriver, en fait. Et en plus, ce qui était extraordinaire, c'est que non seulement j'étais débutante dans l'activité, mais les endroits où j'allais m'entraîner, on me laissait pas m'entraîner avec les filles. Donc dans les clubs de grappling et de JJB, il y a quand même pas mal de filles. En MMA, non. Et quand il y avait des filles, j'avais pas le droit de tourner avec elles. Parce que trop lourde, trop puissante, trop ci, trop ça. Mais un jour, j'ai craqué. Moi, j'ai dit à mon coach, donc tu veux pas que je tourne avec elle ? Elle est ceinture violette, moi je suis ceinture blanche. Et non, elle était ceinture marron. Je dis, mais par contre, quand tu m'envoies... Il me dit, bon, bah ok, mais tu y vas doucement, t'es beaucoup plus lourde qu'elle. Ok, mais quand tu m'envoies tourner avec des mecs de 90 kilos, est-ce que tu leur dis doucement, Jen, elle est plus légère ? Non, moi je fais que des grosses guerres. Et du coup... La Kaina. Exactement, c'est ça. On en revient. Et au début, moi je savais rien faire, quoi. Mais tout le monde me roulait dessus. Et après, petit à petit, ça a commencé de changer. Mais je me rappelle quand j'allais au club de Nanterre, je tournais, je me faisais soumettre 10 fois, j'allais dans les douches, j'allais chialer, je revenais, je remontais sur le tatami, j'y retournais, je me disais bon, cette fois. Et puis petit à petit, ça se renverse, et puis petit à petit, les gens commencent à se dire ah ouais, quand on tourne avec elle, ça va être chaud, quoi. En fait, vous rentriez pas dans les cases. Exactement. J'aime d'ailleurs beaucoup cette expression de Rokhaya Diallo qui dit ne reste pas à ta place. Moi, je suis un peu ça. J'aime pas les cases. J'aime bien être là où on ne m'attend pas. Donc quand j'arrive dans une salle avec mon physique, parce que je pensais être quand même très féminine, avec mon bagage prof à la fac, etc., et que je fais du MMA, en fait, c'est pas les bonnes cases. On se dit, attends, il y a un problème, il y a quelqu'un là-haut qui s'est trompé. Et ce côté-là, chez moi, c'est quelque chose dont je suis assez fière, de prouver qu'on peut être une femme, qu'on peut avoir un niveau intellectuel... Oui. On va dire correct, et en plus être capable de se battre avec des hommes qui sur le papier devraient être plus forts que moi. Et vous avez senti ce côté, une jeune femme maghrébine, ça fait pas de sport, et ça fait pas de sport de combat, ou pas du tout ? C'est quelque chose qui n'a pas compté dans votre parcours ? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai entendu très très jeune, parce que moi je viens de la Saône-et-Loire, donc c'est vraiment un petit département, je suis pas du tout de la région parisienne. Et les familles maghrébines autour de chez nous disaient à mon père, mais t'es complètement fou de les laisser aller au sport, elles prennent des bus, elles partent toutes seules, elles rentrent le soir, tu sais pas ce qu'elles font. Et moi, mon père leur disait, mais justement, moi je sais ce qu'elles font, en fait, quand elles sont au sport toute la journée ou quand elles vont en compétition. Et en plus, très souvent, mon père nous accompagnait. Donc ça, je l'ai connu très très jeune. Après, quand je suis arrivée ici, je me suis confrontée à une autre réalité, parce que j'ai commencé à enseigner en banlieue parisienne. Et je me suis confrontée justement à cette réalité que les jeunes filles, elles restent à la maison. Quand elles ont fini l'école, elles vont chercher les petits frères, les petites sœurs. Et le sport, c'est pas pour elles, quoi. Mais je crois que pour les jeunes filles maghrébines, et il y a plein de jeunes femmes aujourd'hui qui excellent, que ce soit en boxe ou autre, les sports de combat, c'est vraiment un vecteur d'émancipation, plus que les autres sports, parce que justement, on doit se battre avec tous ces clichés, on doit se battre avec les clichés de tous ces hommes, parce que les mecs qui font des sports de combat, c'est des gens qui viennent aussi de la communauté maghrébine ou africaine, et qui ont grandi avec ces clichés de la femme reste à la maison, la femme fait ci, la femme fait ça. Et très souvent, quand j'ai des discussions avec les gars, ils me disent « Ouais, mais non, mais toi, Jen, c'est pas pareil. » Bah si, en fait, c'est pareil. C'est juste toi qui le vois pas. Quand on commence à vous dire « Toi, c'est pas pareil. » C'est ça. Bon, en tout cas, ça veut dire que vous avez fait votre trou, en général, quand on vous dit ça aussi. Oui, bon, après, j'ai un peu tendance à me faire mon trou par une démonstration de force. Moi, je suis un peu comme ça. Je parais pas comme ça sous ma petite chevelure, tout ça, mais je suis très rentre dedans. Je vous ai vu en vidéo. Je vous crois, mais alors sur parole. Ouais. Qu'est-ce que de votre parcours de sportif que vous avez et de cet entraînement qui est parfois un entraînement de chien, il faut dire la vérité, pour être championne du monde, qu'est-ce que vous avez gardé de votre parcours que vous enseignez aux gens que vous coachez aujourd'hui ? Alors en fait, non seulement il y a des choses que je vais donner aux personnes avec qui je vais travailler, mais c'est aussi des choses qui me servent à moi au quotidien. Aujourd'hui, je suis en train de créer mon entreprise, donc j'ai passé des formations avec HEC, donc en ce moment, je suis en train de bosser avec tout le réseau HEC pour monter justement et développer mon entreprise. Et ça, j'y arrive parce que j'ai eu l'habitude dans les sports de combat de me confronter à des choses qui sont difficiles.
et de me dire, en fait, c'est pas compliqué, tu as un mur devant toi, tu as deux possibilités, soit tu restes en bas du mur, soit tu trouves la façon de le contourner ou de passer par-dessus. Et ça, c'est des choses dont je me sers au quotidien. Après, avec mes coachés, c'est cet état d'esprit en fait de se dire il n'y a pas une seule façon de réussir. On peut réussir de plusieurs manières différentes. Mais par contre, la seule chose qui va compter vraiment quand on s'engage dans quelque chose, c'est de se dire je vais aller au bout. Et peut-être que pour certains, aller au bout, ça va prendre 6 mois. Peut-être que pour d'autres, ça va prendre 3 mois. Mais l'essentiel, c'est d'aller au bout de ce processus. Mais alors, au bout de quoi ? Ça veut dire le bout, c'est quoi ? C'est un objectif ? Voilà, c'est chacun son objectif. Ça peut être un objectif de perte de poids, ça peut être un objectif de se remettre en forme, ça peut être aussi un objectif professionnel, parce que mine de rien, quand on est coach, on est aussi un petit peu le confident des personnes avec qui on travaille. Et c'est vrai que j'ai débloqué pas mal de situations professionnellement pour des gens qui voulaient demander des promotions, ce genre de choses, et oser le faire. Comme j'ai pu travailler avec des jeunes filles qui étaient victimes de violences et d'abus de la part de leur père et qui ont osé quitter la maison et vivre toutes seules, et qui sont arrivées un matin en me disant on a fait ça, Jen, et c'est grâce à toi, parce que tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous pousses à faire pendant les séances, même si en vrai on n'est pas super sportif, ça nous a permis de faire ça, donc c'est plutôt chouette. Bon, alors le programme fitness du Ramadan, c'est maintenant. Vous pouvez donc rejoindre la Djen Abdelila Academy, donc c'est Djen Academy, on vous cherche sur les réseaux, 3 fois par semaine à partir de 19h15, et c'est possible, hein. Oui, c'est possible, tout est possible. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo, la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Jen. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.